Ah, j'avais envie de... Toujours pour avoir un métier. D'ailleurs, c'est la question qu'on vous pose enfant à l'école. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Comme si Je vais faire ce le métier test finalement cerveau qu'on droit, va cerveau exercer gauche. à l'issue d'une formation était lié à notre identité et qu'on devait être utile. Il y a cette perspective purement utilitariste. Et donc l'éducation n'est plus qu'une accumulation de connaissances, de culture. Ça détruit complètement, à mon sens, le véritable rôle de l'éducation. L'éducation n'est pas un amas de savoir, de connaissances, de culture, comme vous pourriez en apprendre sur Internet, et donc une sélection aussi de ce qui vous semblera utile ou inutile. Et si les enfants, les jeunes perdent vraiment le goût de l'apprentissage, c'est parce qu'ils se disent, en général c'est une impression qu'on entend beaucoup, ça ne servira à rien d'apprendre ça. Ce qui est terrible parce que c'est pas seulement la voie vers l'illettrisme en fait, vers un manque. Alors pour elle, l'illettrisme, c'est une voie rétrograde. Bon, si tu le dis, Virginia, mon Dieu, il y en a tellement de choses à détruire dans vos esprits. Nous sommes perdus, vous croyez que c'est une tare de pas savoir lire, alors que ceux qui sont emprisonnés mentalement, ce sont ceux qui sont capables de lire. Pour faire aboutir un projet au travail, vous avez besoin de faire autre chose. Allez papoter, regarder par la fenêtre, boire un café, c'est alors que l'idée vous tombe de la tête. C'est à chier ça comme test. J'ai envie de dire non à ça. Vous avez de l'intuition, vous sentez les événements venir même si vous n'osez pas forcément y croire. Oh, on a tous des intuitions. Les gens ont tendance à se confier facilement à vous et vous... Attends, les gens ont tendance à se confier facilement à vous et vous... À vous approprier leurs émotions au point d'être presque mal à votre tour. Ah ouais, je suis plutôt empathique. Moi. Vous êtes hypersensible, voire susceptible et très sensible au contexte émotionnel produit par vos interlocuteurs tels prof au lycée, vous bloquez, vous étiez nul dans son cours alors que tel autre. Ouais, hypersensible à fleur de peau. Voilà. Vous entrez dans le bureau d'un collègue, vous sentez aussitôt qu'il a changé de parfum. Bon, j'ai pas d'odorant. Lorsqu'on vous... Après, si ça cocotte, je sens. Lorsqu'on vous demande vos préférences en matière de cinéma, vous répondez je ne sais pas ou tout m'intéresse sans pouvoir choisir. Ouais, je ne sais pas. Ouais, j'aime bien la SF, c'est con. Ce qui vous motive par-dessus tout, c'est d'avoir 10 projets en parallèle. Pas vraiment. Mais j'ai vraiment 10 projets en parallèle par contre. Lorsque vous lisez un livre, une idée en entraîne une autre et vous vous retrouvez à lire plusieurs livres en même temps. Ah non, je détruis tous les livres. Dans votre tête, vos pensées ne s'arrêtent jamais de tourner, les idées s'enchaînent en permanence. Ouais, j'avoue, c'est sans fin. Quel est votre hémisphère? Vous êtes un hémisphère gauche dominant ou neuro-gaucher comme la majorité des gens en Occident. Ah ouais? C'était pas ça le résultat que j'avais. Ouais, j'aime pas ce test. Non, j'avais l'autre hémisphère prédominant. Alors, il faut que je retrouve le test. Cerveau, hémisphère. C'est une question de merde. Et la fin du mythe, cerveau droit ou cerveau gauche. C'est intéressant.
Selon le caractère d'un individu, dépendrait de la région du cerveau qui utilise le plus. Un artiste serait plutôt un cerveau droit, alors qu'une personne plus carrée serait cerveau gauche. Et une étude vient couper court à ces idées reçues en démontrant que les hémisphères du cerveau, bien que différents, sont activés de la même façon et ne définissent pas la personnalité. Le cerveau est composé de deux hémisphères qui permettent des différences. Et on y a tous cru en plus, hein. Ah là là. Alors, je recherche le test. Moi, j'ai pas retrouvé le test. Ah, lui, j'aime bien. Lui, il me fait rire, il me rappelle le test. Dans quel sens tourne la danseuse? Bah, elle tourne vers la droite. Choisissez la couleur, pas le mot. Vous avez 4 secondes pour chaque réponse. Choisissez la couleur, pas le mot. Putain, rouge, orange, rose, rouge, orange, rouge, rouge, enculé. Il a failli m'avoir. Parmi les images suivantes, laquelle vous plaît le plus? Oh, cette image ressemble plus à... Bon, bah, ça ressemble plus à ça. Parmi les images suivantes, lesquelles correspondent au mieux au thème de l'amitié? C'est unilatéral l'amitié. Ouais, ça c'est unilatéral. Ouais, j'aime pas les flèches, moi. Mettez votre main sur votre tête. Quelle main utilisez-vous? Ah, mais j'ai la souris de l'autre côté, c'est bon. C'était à gauche. Croisez les mains sur votre poitrine. Quelle main est au-dessus? À gauche. Croisez vos jambes. Oh, ça tombe bien, elles sont déjà croisées. Quelle jambe est au-dessus?
à droite. Regardez un objet et fermer un œil. Quel est l'œil toujours ouvert? La gauche. Hey, hey, j'ai baissé. À l'époque, il me mettait un 80-20, il a descendu. Voilà. Ils me disent, vous utilisez votre cerveau uniformément. 59% à droite et 41% à gauche, apparemment. Image, chaos, créativité, fantaisie, intuition, curiosité. Règles, langue, stratégie, rationalité, logique, détail. Et ça veut dire que je suis plus équilibré qu'à l'époque. Enfin, bref. C'est rigolo. Donc tout ça, c'est des conneries en fait. D'après les scientifiques et tout, ils ont fait tomber les mythes. De connaissances, et bien un manque de perspective pour alimenter des réflexions et un esprit critique. C'est une déconstruction de notre cerveau, tout simplement, de l'utilisation de nos facultés cognitives. C'est un point extrêmement important et extrêmement pertinent que l'abbé Riou aborde dans cet ouvrage. À savoir, par exemple, qu'avec les méthodes de lecture modernes ou les méthodes globales dites semi-globales, on apprend à l'enfant à interpréter, à reconnaître la forme des lettres en fait, des signes. Donc on fait travailler le cerveau gauche majoritairement, c'est-à-dire la partie de notre cerveau la plus créative. Voilà. Donc elle a lu ce qu'on a tous lu, sauf qu'elle n'a pas lu la mise à jour. Et là ils disent quoi? Futurascience.com, ça date de 2013, donc c'est quand même vieux maintenant. Et ils te disent croyances populaires, blabla, cerveau droit, personne, machin. Une étude vient couper court à ces idées reçues, voilà, blabla. Après il faut lire l'étude, j'en ai rien à foutre de lire l'étude. Mais voilà, Virginie Vota ne se tient pas au courant au présent. Elle est bloquée avec des écrits et elle y met toute sa croyance. Hein, Virginie? Virginie Vota. Donc, à partir du moment où tu dis de la merde sur le cerveau droit et gauche parce que tu t'es pas tenu au courant des dernières études scientifiques, la plus émotionnelle, peut-être que tu te trompes aussi sur Jésus et compagnie. L'interprétation, l'imagination. Et cela au détriment de notre cerveau droit qui, lui, est le siège plutôt de la raison, de la pensée analytique, de la logique. Et ce cerveau droit est volontairement délaissé, à la fois parce qu'on a drastiquement diminué le nombre d'heures de grammaire enseignées à l'école primaire, on a abaissé le niveau de manière stupéfiante. J'emmerde ta grammaire. Effrayant en fait, de voir à quel point non seulement on prive effectivement les élèves de connaissances, donc d'outils pour penser, mais surtout à quel point on mutile leurs intelligences, comme le dit Arnaud Uminski. Et je voulais justement, comme je fais des liens entre les ouvrages, c'est tout l'intérêt de cette espèce de rubrique, de chronique, où je vous parle de pensée personnelle. Vous retrouverez toutes les infos et même la conférence de l'abbé Riou au sujet de son livre en barre de description pour avoir justement une vision plus objective du contenu. Justement, je dois relier avec La tête coupée d'Arnaud Uminski, un des meilleurs ouvrages jamais écrits à ce jour à mon sens, qui va être édité normalement en janvier, donc vous pourrez enfin vous le procurer. Je le conseille à tout le monde et j'avais fait une vidéo, mais peut-être que je referai une vidéo dessus parce que j'y ai réfléchi, j'ai relu, etc. J'ai nourri mes pensées après la première lecture, dans lequel justement Arnaud Uminski nous parle en détail, dans un long chapitre, de tout le démantèlement de l'éducation et des conséquences sur l'esprit. On forme des esprits purement exécutifs en fait, prêts à exécuter des tâches, et il nous décrit de manière très précise comment, déjà en épurant le système scolaire de certaines matières, en fait, par exemple le latin, le grec,
l'astronomie, la physique, une partie des mathématiques. On a complètement mutilé les intelligences, on a atrophié le cerveau droit, on empêche en fait les gens de réfléchir de manière logique, de faire usage de leur bon sens. Ce sont des pages vraiment essentielles pour comprendre à quel point l'éducation a un rôle formateur, pas seulement au niveau des connaissances qu'elle peut nous apporter, mais surtout de la structure de notre pensée. Et ça se répercute également dans le langage, comme l'auteur de ce livre nous le dit, à savoir qu'on constate que le langage de la nouvelle génération, malheureusement, est de plus en plus pauvre et on se retrouve dans un type de langage binaire, à savoir un langage qui oscille toujours en fait. Mais l'informatique, c'est du binaire. Le plaisant, le plaisir et le déplaisir, et ça se limite là. Donc forcément, vous en doutez, c'est la pensée, c'est toute la pensée qui s'appauvrit. Et donc on façonne un peuple qui ne peut réfléchir, déjà qui est extrêmement manipulable, extrêmement influençable, et vous savez à quel point les discours des politiciens, les campagnes, les publicités axent toujours sur l'émotion, même les films en fait, pour faire passer, même les médias, on l'a vu avec des photos qui ont été mises à la une et complètement déformées, donc pour faire passer l'émotion nécessaire pour faire approuver une idéologie, une politique à un peuple, en lui disant ça c'est bon, regarde comme c'est émouvant, etc. Et forcément la majorité des gens, l'opinion publique, va suivre en pensant de bonne foi faire le bien, et elle est incapable justement de remettre ça en question. Un peu comme vous en ce moment. Intellectuelle pour réfléchir, pour se détacher de cette émotion et penser vraiment avec son bon sens, avec sa raison. Et cet ouvrage de l'abbé Riou me rappelle aussi énormément Marcel de Corte, donc, dont il y a beaucoup de citations. Je vous conseille de lire L'intelligence en péril de mort. Ce livre-là est bien aussi, c'est un recueil de conférences en fait qu'il a donné. Alors c'est une très bonne initiation sur sa pensée. Et le fait que nous sommes coupés de notre nature, comme j'en parlais au début. Et être coupés de notre nature, déjà c'est se demander qu'est-ce que notre nature, et c'est l'étudier. Donc c'est se connaître soi-même. Et c'est le rôle de l'éducation. Et 1789, comme le dit l'auteur, a justement opéré un renversement terrible. Un renversement, une révolution. On va dire notre nature est antérieure à 1789 et même à moins 1000. Parce qu'on a mis l'homme à la place de Dieu et on a symboliquement décapité Dieu, non seulement bien sûr à travers le martyre de Louis XVI, de la famille royale, des Vendéens. On n'a pas décapité Dieu, on l'a substitué avec un autre pouvoir. Vous l'avez pas bien vu, l'œil qu'il y avait au-dessus de la Constitution, les droits de l'homme. Avec la Trinité, La Déclaration des droits de l'homme. Il y a un œil, un unique. Majuscule, je le précise, et le sens de ces mots comporte une idéologie, comporte une vraie religion. Il y a quelque chose de sacré. La révolution est religieuse. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Beaucoup d'auteurs ont fait un travail formidable sur ce sujet. Je vous conseille l'histoire du citoyen de Jean Viguerie, mais aussi les deux batteries dont je vous ai parlé récemment. Vous voyez, tous les livres se relient entre eux, c'est ça qui est vraiment formidable. C'est que vous en lisez un, et vous pensez aux autres, et du coup vous façonnez votre propre réflexion. Et donc, l'abbé Riou revient sur ce caractère religieux de la révolution et les conséquences que ça a. Parce que si la révolution est un renversement de l'ordre naturel, c'est forcément donc le remplacement de Dieu par l'homme, et donc c'est l'apothéose humaine. C'est-à-dire c'est l'homme qui se divinise et qui abolit tous les déterminismes, qui se veut son propre Dieu, son propre maître, et donc qui réfute toute hiérarchie, tout ordre naturel. Et réfuter toute hiérarchie, c'est aussi réfuter l'existence d'une filiation et de la piété. Et la filiation entre notre Père qui est aux cieux, mais aussi le Père de manière générale dans la société. C'est celui qui transmet le patrimoine. Et c'est nier le fait que nous venons au monde dans une société, d'ailleurs il n'y a plus de société, du coup, porteur d'un héritage, porteur d'une histoire, porteur d'une culture, porteur d'une langue aussi, que nous avons le devoir de transmettre, une forme de dette si vous voulez, parce que l'homme est dépendant de sa famille à sa naissance. Charles Maurras le dit très bien dans son recueil des idées politiques, le petit homme est dépendant de sa famille, duquel il reçoit l'éducation, il reçoit tous les biens matériels, tous les soins aussi nécessaires à sa conservation. Et c'est ce que nous dit l'abbé Olivier Riou. Tout ça a été balayé par la Révolution française, où l'on nous dit vous êtes des tours individuels et solitaires comme Rousseau, vous êtes autosuffisants.
Donc la conséquence logique, et on l'observe aujourd'hui, tout le monde, quelles que soient vos convictions politiques, peuvent voir ces conséquences. C'est naturellement l'individualisme, c'est le matérialisme, le culte du matériel, en vue justement du bonheur. L'homme se fuit lui-même, l'homme s'est éloigné de sa nature profonde, il s'est perdu, mais il est toujours à la recherche de cette quête de sens, parce que justement ce qui nous distingue des animaux, c'est que l'on se questionne sur la vie, sur le sens de la vie, sur nous-mêmes aussi. Et donc il y a cette recherche de sens qui, faute maintenant d'aller vers Dieu et de marcher dans la voie de ses commandements, Dieu notre Père, dont nous sommes les créatures, puisqu'il y a la négation, il y a un écran maintenant entre Dieu et nous, comme je le dis, eh bien, on se tourne vers le matériel pour combler nos désirs, notre jouissance, qui est sans cesse exaltée. Nous sommes sans cesse encouragés par la société moderne à céder à toutes nos pulsions, à tous nos désirs, à toutes nos envies. On est dans un idéalisme. L'erreur, c'est de croire que la société que l'on vit aujourd'hui n'est pas complice de la société d'hier. Dans le virtuel. Et c'est-à-dire qu'ils façonnent la réalité en fonction de leur perception, qui elle-même provient de leur imagination, de leurs émotions, de leurs désirs intrinsèques. Il n'y a plus de limite à ces désirs. Il n'y a plus de morale, de principe supérieur qui doit les guider vers le bien et le mal. Toute morale appliquée, répandue, est une morale mortifère qui vise à réprimer les pulsions qui sont là pour permettre l'équilibre au long terme. Vous savez que la France est quand même championne de consommation d'antidépresseurs. Que au moins 30% des On répète ça en boucle depuis des années, on a compris l'histoire. Vous pouvez même le constater autour de vous avec vos proches, ou peut-être dans votre histoire personnelle. On porte tous un bagage extrêmement lourd, on a tous des troubles psychologiques plus ou moins pénibles, soit avec nous-mêmes, soit envers les autres. On est tous en quête quelque part d'une forme de développement personnel, on a tous un besoin de spiritualité. Et ce renversement, ces liens coupés à la fois dans l'ordre naturel par rapport à la filiation, à la fois par rapport à la piété, c'est-à-dire l'abolition de tous les tamifs, et donc du respect que l'on doit à son patrimoine, et forcément aussi à son pays, à son identité, à son histoire. Si tout ça, eh bien, est nié en fait, est rejeté, est considéré d'ailleurs comme mal aujourd'hui, parce que ça va à contrario de la religion de l'homme et de la République en fait, qui est comme une déesse en fait, eh bien il se produit une division aussi même à toutes les échelles, pas seulement entre les Français et la France, qui est éclipsée par la République, mais aussi entre les hommes et les femmes. Et certains sujets, tels que le féminisme dont j'ai récemment parlé, ne sont que des petites branches, des brindilles même, des conséquences. C'est pour ça qu'il faut vraiment remonter à la cause première et qu'il ne sert à rien de traiter ces branches en soi, mais au contraire qu'il faut avoir une approche à la fois très large et sur le détail, c'est-à-dire se focaliser sur l'aboutissement de cette philosophie des Lumières qui se répond, qui façonne la société moderne depuis 1789, tout ce que l'on voit actuellement n'est que l'aboutissement de ces valeurs qui, comme je l'ai dit, privées de toute limite morale, de tout ordre naturel, ne peuvent que dégénérer. C'est une véritable maladie. Et aussi, il y a un aspect essentiel dans cet ouvrage, et c'est peut-être pour cet aspect-là que je vous recommande de le lire pour vous informer que vous soyez catholique ou non. C'est 1789 dans l'Église. C'est le cœur même du sujet, à savoir le concile de Vatican II, pour comprendre comment, après avoir renversé l'ordre dans la société, eh bien, la révolution s'est infiltrée dans l'Église catholique, jusqu'à également renverser et apporter son humanisme, le culte de l'homme, au sein même de la liturgie, avec un nouvel ordre de... Ouais, je vais plutôt regarder des vieilles images de Kurt Cobain. Extrêmement grave parce que T'es jolie, mais tu parles trop, Virginia. de son naissance